Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Étienne Gros. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau grand entretien. Je vous propose ce jour une épopée à travers le destin hors du commun d'un ancien esclave de Saint-Domingue, également fils d'un aristocrate français, qui, exfiltré en France par son père, deviendra militaire sous Louis XVI, soldat et général de la Révolution puis de l'Empire. Son fils Alexandre, un illustre romancier, a parfois tendance à exagérer. Il nous dit que le général était capable, suspendu à une poutre et à la seule force de ses bras, de soulever un cheval serré entre ses cuisses. L'auteur de sa biographie se demande s'il faut y voir la célébration de la puissance paternelle ou une insidieuse reprise d'un très ancien poncif raciste. Car à travers la carrière de ce général hors du commun, on voit à la fois son intégration dans la société de son temps, mais aussi les difficultés qu'il peut rencontrer en tant que métis au cours de la période révolutionnaire et impériale. Nous allons donc parler du général Alexandre Dumas de la Pailletterie, vainqueur du Saint-Bernard et du Montcenis, et père du romancier du même prénom. Claude Ribes, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, c'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes historien, philosophe, cinéaste et écrivain. Depuis longtemps, vous vous efforcez de rendre sa place au général Dumas et de faire la lumière sur le passé esclavagiste de la France. C'est vrai, depuis longtemps, puisque l'idée d'écrire sur le général Dumas m'était venue en 2002, lorsqu'il a été panthéonisé, le 30 novembre, je crois, si ma mémoire est bonne, à l'initiative de Jacques Chirac. Et c'était une bonne occasion. Alors, c'est pas le général qui était panthéonisé, c'est le fils, l'écrivain. Mais c'était une bonne occasion pour rendre aussi hommage au père. Et c'était le début pour moi d'un cycle d'écriture qui se concrétise aujourd'hui par ce livre. Oui, parce que effectivement, vous avez deux ouvrages sur le général Dumas. Un qui est plus ancien, Le Diable Noir, et aussi celui qui vient de sortir, Le général Dumas, né esclave, rival de Bonaparte et père d'Alexandre Dumas, dont nous allons parler aujourd'hui. Pour commencer, je voudrais parler des sources, c'est-à-dire que au-delà des sources traditionnelles et notamment des écrits du fils et du petit-fils du général, quelles sont les nouvelles sources que vous avez pu utiliser pour écrire votre biographie? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au-delà des sources traditionnelles qui sont bien connues, notamment dans les archives du ministère de la Guerre, il y a un dossier pour le général Dumas à Vincennes, j'ai eu la chance de retrouver les descendants de deux de ses compagnons. Le général Dumas avait 3 compagnons. Ensemble, ils formaient un quatuor qui annonce un cycle romanesque bien connu, écrit par le fils. Oui. Mais il se trouve que l'histoire est bien réelle. Il avait 3 compagnons, et parmi ses compagnons, l'un d'entre eux, le général Espagne, a laissé une abondante correspondance qui se trouve dans des archives privées, mais il écrivait très souvent à sa fiancée, et il racontait avec beaucoup d'admiration ce que faisait son ami Dumas. Donc ça, c'était très important. Et puis, il y a également un autre de ses compagnons, le général Piston, qui lui aussi a écrit quelques lettres, et j'ai eu la chance de pouvoir les utiliser. Ça a été un éclairage nouveau et enrichissant sur cette personnalité attachante qu'est le général Dumas. Pour poursuivre sur l'historiographie, il y a finalement, dans ce que vous dites, en tout cas dans l'introduction, il y a assez peu de livres sur le général Dumas. En tout cas, ça faisait un moment. Très peu. Comment vous expliquez un tel silence des sources, de il y a eu un seul ouvrage, en fait, au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, sur le général, mais qui évoquait surtout ses exploits militaires, ses carrières militaires. Il y a eu des ouvrages aussi aux États-Unis qui allaient un peu dans le même sens. Il faut dire que l'ouvrage qui avait été publié en France donc à la fin du 19e siècle, était un ouvrage de l'historien Ernest d'Hauterive, mais Ernest d'Hauterive faisait partie de la famille, puisqu'il avait épousé la petite fille du général, donc ça ne sortait pas de la famille, du premier cercle, si j'ose dire. Bon, il est lui-même enterré
à Villers-Cotterêts. Comment expliquer ce relatif silence? Il y a plusieurs raisons. D'abord, la notoriété du fils, qui effectivement éclipse un peu la figure du père. Il éclipse beaucoup de gens, d'ailleurs. Voilà. Le fait aussi que le fils lui-même ait parlé de son père, et vous l'avez très bien dit en introduction, d'une manière qu'on pourrait considérer comme un peu exagérée. L'histoire du cheval qu'on serre entre ses cuisses et qu'on arrive à élever en suspendant aux poutres de l'écurie. Bon, un cheval en moyenne, ça fait 450 kilos. Je pense que le record d'haltérophilie est bien non de ça, à moins que il y a eu, mais peut-être que le général était capable de ça. Mais en tout cas, qui sait? Moi j'en doute un peu, mais on peut imaginer que cette exagération est imputable à l'admiration sans borne que le fils portait au père. Et puis bon, Alexandre Dumas a toujours aimé exagérer. Ça fait partie de l'hyperbole, ça fait partie des figures qu'il aime bien. Après cette partie source, je voudrais commencer par la vie du général Dumas, enfin la naissance à Saint-Domingue. Qui est le père du général Dumas et que vient-il faire à Saint-Domingue? Alors le père du général Dumas est, je crois, ce qu'on pourrait appeler un déclassé. Comme beaucoup de personnages de son époque, il va aux colonies, tenter l'aventure, essayer de faire fortune. Et l'originalité de son histoire, c'est qu'il a un frère qui est également à Saint-Domingue, qui réussit apparemment mieux que lui. Et il y a entre les deux frères, on a des éléments qui l'indiquent dans les archives. Il y a une querelle, peut-être une rixe. On ne sait pas très bien pourquoi, mais en tout cas, le père du général, qui s'appelle Antoine de la Pailletterie ou de la Palterie, comme on disait à l'époque, se cache sous un faux nom à la suite de cette rivalité et peut-être d'être poursuivi, on ne sait pas. Oui, de cette haine qu'il oppose à son frère, dont on ne connaît pas les raisons. Lui est l'aîné. Et donc, il vit sous un faux nom, ce qui est déjà assez romanesque. Hein. Il se fait appeler, c'est pas très original, Antoine de Lille. Oui. Donc, il est dans une île, qui est l'île de Saint-Domingue, et il vit en concubinage notoire avec une esclave qui s'appelle Césette ou Marie Césette, qu'il a achetée à prix d'or, apparemment, pour une raison qui n'est peut-être pas une mauvaise raison, qui consiste de fait à la franchir et à vivre avec elle. En fait, il est en couple avec une esclave qu'il a achetée et il a, on peut imaginer, cultivant un petit lopin de terre, aidé d'un ou deux autres esclaves qui évidemment n'ont pas ce statut. Mais bon, l'histoire part de là. Alors, ce personnage, il appartient à la vieille aristocratie normande. C'est pas un très grand noble, mais c'est quand même une famille dont les origines remontent assez loin, enfin en tout cas les origines identifiables, puisque il a un ancêtre, c'est Antoine de Lille, donc le général Dumas, qui était tué à la bataille d'Azincourt. Ce qui montre bien que les Dumas finalement se rattachent. C'est pas une histoire parallèle. Les Dumas se rattachent bien à l'histoire de France, à la grande histoire de France et à l'histoire militaire qui va d'ailleurs inspirer essentiellement Alexandre, parce qu'Alexandre écrit des romans qui, pour l'essentiel, se passent sous l'Ancien Régime. Oui. Donc c'est aussi son histoire, c'est l'histoire de son père, mais qui n'est pas que l'histoire. On a tendance à opposer un peu cela. D'un côté, Jeanne d'Arc, de l'autre, une histoire coloniale qui serait... Mais non, c'est souvent la même histoire. En tout cas, pour la pailleterie, c'est pareil. D'accord. Et pour les Dumas aussi. Et puisque l'on parlait aussi de sa mère, je voudrais aussi poser une question de Béotien, à savoir... Il n'y a pas de question de Béotien. Pourquoi n'est-il esclave s'il est le fils d'un aristocrate français? C'est une très bonne question. C'est que le code noir qui régit les colonies, en particulier celle de Saint-Domingue, le code noir édicté en 1685, pour éviter les affranchissements trop nombreux ou les affranchissements de fait,
porte que le fils suit, ou la fille, suit le sort juridique de la mère. En l'occurrence, la mère est esclave, il n'y a pas de trace d'affranchissement, donc le fils automatiquement est esclave. Et la preuve qu'il l'est bien, c'est que le père, à un moment, va le vendre dans des conditions qui semblent être un arrangement, oui. Avec un comparse probablement, avec la possibilité de le racheter. Mais il représente bien une valeur marchande et au titre en application du Code noir, il est esclave. Il est esclave et l'épisode que vous racontez, c'est notamment pour pouvoir le ramener en France, bien sûr, en métropole, on dirait aujourd'hui, mais c'est ça l'objectif en fait. Bien sûr. Alors esclave, c'est un statut juridique. Ça veut dire que bon, il est pas français, il n'a pas il n'a pas la nationalité française, il n'existe pas, il est assimilé aux biens meubles. Ça ne veut pas forcément dire qu'il travaille dans une plantation. Ni que sa mère travaille dans une place. C'est un statut juridique. Et donc, un esclave peut être vendu. Le Code noir explicite tout cela de manière très détaillée. Et effectivement, c'est un handicap, même lorsqu'on est le fils d'un aristocrate normand de vieille souche. Oui. C'est quand même un problème. Donc, de là à devenir général de la Révolution, il y a quand même il y a un peu de chemin romanesque à accomplir. Bien sûr. On a commencé à l'évoquer, à savoir le retour en France, à travers justement le rachat. Je voulais vous demander ce qui provoque le retour en France de son père et les conditions dans lesquelles les conséquences pour Alexandre Dumas, le général. Voilà, on est en 1776. Alors pour situer un peu les choses dans l'histoire, donc le général Dumas naît en 1762. On peut imaginer qu'il passe une enfance assez heureuse. Bon, je pense pas qu'il y ait une grande prospérité. Moi, je suis allé sur le lieu où se trouvait la plantation. Bon, il a dû grandir et d'ailleurs, Alexandre Dumas, dans ses mémoires, l'évoque assez bien. Alors bon, il romance évidemment tout cela, mais il a dû grandir près de la nature, avec pas très loin de la mer, oui. Dans un climat qui est assez agréable et sans trop souffrir probablement de l'esclavage. À un certain moment, il y a un coup de théâtre. Antoine de Lille, qui vit discrètement, passer sous les radars, on dirait aujourd'hui. Pour quelle raison, on ne sait pas. Mais bon, il apprend fortuitement qu'il est l'héritier que son frère est mort, son ennemi, et qui, étant l'aîné, il est l'héritier d'une fortune importante et d'un château dans les environs du Havre. Alors le problème, c'est d'y aller. C'est une aubaine en tout cas. Oui, c'est une aubaine, mais le problème c'est d'y aller parce que apparemment il a pas d'argent et la traversée coûte cher. Et c'est là qu'il va mettre son fils en vente avec une clause de réméré, avec la promesse de le racheter dès que les conditions le permettront. C'est quand même assez risqué. Il faut imaginer la situation du garçon qui a 14 ans et dont le père lui annonce une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ils vont partir, parce que visiblement c'est son préféré. Il y a deux filles également. Mais bon, le garçon est le préféré, donc il va voir du pays. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir attendre un peu et qu'en attendant, il est vendu. Oui. Donc ça, c'est un peu traumatisant quand même, j'imagine, à cet âge-là. Le père, d'autant que à cette époque-là, la traversée est périlleuse. Et c'est pas aussi simple que de prendre l'avion aujourd'hui. Et on risque de sombrer. On risque d'être attaqué par des gens mal intentionnés. On risque de périr de toutes sortes de choses. Et donc, il était prudent à l'époque de faire son testament avant de prendre le bateau. Et donc c'est un très grand voyage et j'imagine que les adieux ont dû être... les adieux qui étaient en principe qu'un au revoir ont dû être assez déchirants. D'autant que l'aristocrate abandonne derrière lui toute l'autre partie de la famille qui est la mère. La mère et deux sœurs. Et on a des documents tout à fait indiscutables qui se trouvent... aux archives de France, qui d'ailleurs ont été mises en ligne par
par le directeur des Archives de France, où on voit bien qu'il y a encore une mère et deux sœurs qui n'ont pas été emmenées. Et donc, voilà le père qui arrive en Normandie, qui retrouve... qui reprend le château, qui règle les questions matérielles avec ceux qui s'y étaient installés. Il y a toujours des cousins qui traînent et qui pensaient que, bon, il était mort, on n'entendait plus parler de lui. Et puis qui tient parole, il fait venir son fils, et là, pour le futur général, c'est une toute autre existence qui commence. Qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il a pu connaître. Un affranchissement de fait. Il arrive sans papier. Alors le père, bon, qui, comme beaucoup de colons à cette époque, ne s'embarrasse pas de régulariser la situation. Alors on voit dans les archives passer un jeune homme qui est pas déclaré sous son nom réel. D'ailleurs, il n'y en a pas. Oui. Mais il va s'appeler du nom probablement d'un voisin de Saint-Domingue, il va s'appeler Rétoré. Pendant quelques temps, il va apparaître sous ce nom de Rétoré. Le temps que ça se tasse un peu, on va dire. Voilà, donc c'est très compliqué sur le plan de l'état civil. Ça doit être, oui. Voilà, et d'année en année, on verra d'ailleurs le père et le fils se rapprocher, et le fils prendre petit à petit l'identité de ses ancêtres paternels, et de devenir la pelleterie ou la pailletterie en bonne et due forme. En bonne et due forme. Jusqu'au moment où il se passe quelque chose qui arrive souvent à l'adolescence, après que le père ait permis au fils de s'installer à Paris, de vivre une vie de jeune homme, peut-être un peu moins dispendieuse que ce que veut nous dire Alexandre Dumas, parce qu'il nous dit, mon père était un fils de famille, certes, mais bon, la fortune du marquis reste limité, reste peut-être limité par rapport à d'autres, mais enfin quand même le père lui permet de vivre une vie assez facile, de jeune aristocrate, et aussi d'acquérir une certaine éducation, puisque bon, il sait lire, il sait écrire, il rédige assez bien, comme on peut le voir à travers certains documents, donc il est plutôt favorisé. Mais un jour, le père et le fils ont une discussion un peu houleuse. On peut imaginer que le fils claque la porte. Probablement est-ce lié à l'intention du père de se marier. Bon, c'est un vieux monsieur un peu indigne qui aime bien les demoiselles. Et il s'est pris, il habite à Saint-Germain-en-Laye avec une gouvernante, et il s'est mis en tête de l'épouser. Et ça déplaît beaucoup au fils, d'autant que sa mère est resté au pays, si j'ose dire, oui, et dans une situation qui n'est pas forcément très claire. Il est resté esclave. D'ailleurs, il va devenir propriétaire de sa mère pendant absolument, un moment. Et c'est là que le jeune homme, épris d'aventure, s'engage dans un régiment qui s'appelle les Dragons de la Reine, qui est un beau régiment de cavalerie, et là encore, il va changer de nom, donc de Rétoré qu'il était, de la pelleterie qu'il est devenu, il va devenir, alors ça c'est un coup de génie de sa part, il va devenir Dumas. Tout simplement. On ne sait pas trop pourquoi. Bon, est-ce que sa mère se faisait appeler Dumas? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? En tout cas, il a un coup de génie. Il s'engage sur les registres des Dragons de la Reine avec ce nom, Alexandre Dumas. Ce que peu de gens savent, parce que pour beaucoup de gens, création. Alexandre Dumas, c'est le fils, enfin l'écrivain. Oui. En fait, c'est le général qui s'appelle Alexandre Dumas, et le fils ne fera que reprendre le nom du père. Alors, il devient Dragon de la Reine. Comment se passe son intégration dans ces unités? Est-ce qu'il y trouve des amis? Alors vous avez évoqué qu'il il trouve tout de suite. Il se lie tout de suite. Et alors là, les archives sont formelles. Les archives de Vincennes, donc tous les dossiers concernant les Dragons de la Reine en général et le général Dumas en particulier, on voit bien qu'il y a une amitié qui se noue. Avec trois autres personnages qui viennent d'horizons divers, enfin qui eux n'ont rien à voir avec l'histoire coloniale, qui sont le général Piston, enfin le futur général Piston, Joseph Piston, futur général d'Espagne, Espagne, aussi. Et puis Carrière de Beaumont qui est le troisième, pour lequel on a un petit peu moins d'informations. Moi j'ai pas trouvé de descendants
ni de documentation le concernant. Il vient de la région de Noyon, Compiègne. Piston vient de Lyon. Et le général Espagne vient d'Aubusson dans la Creuse. C'est un garçon turbulent. On sait qu'ils sont tous très grands pour l'époque, donc plus d'1m80, donc on peut imaginer des grands gaillards. Voilà, des gaillards. Donc ils forment un quatuor de colosses, si j'ose dire, et ils vont très vite essayer de faire fortune, avec ce bémol que à l'époque ils sont dans un régiment typique de l'Ancien Régime, avec aucune possibilité de promotion, oui. Et surtout aucune possibilité de devenir officier, même officier de fortune. Dans une société de privilèges. Quand on a 20 ans dans une société qui est bloquée, ou 25 ans dans une société bloquée, on peut vite s'enflammer pour les idées de la Révolution. Alors je poursuis justement sur les dragons, qui arrivent à Villers-Cotterêts, qui est une ville importante, je pense, pour le général Alexandre Dumas. Quelle est la réaction aussi des habitants à la vue d'Alexandre Dumas? J'entends à la vue de son physique. Voilà, qui est différent. Alors, les dragons arrivent à Villers-Cotterêts à une date qui est facile à identifier, parce que c'est le 15 août. C'est le 15 août 1789, et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, même si la Bastille a été prise le 14 juillet précédent, le 15 août 1789, les gens vont à la messe. Et donc, les dragons arrivent à la sortie de la messe, c'est un dimanche, et là, il y a une rencontre très intéressante qui se fait entre le détachement de dragons où se trouve Dumas, mais où se trouve aussi son camarade d'Espagne. Tout le monde vient dans la cour du château qui dépend encore de Monseigneur, c'est-à-dire le duc d'Orléans. Et la population est tout à fait ravie d'accueillir ces dragons parce que il y a une rumeur comment dirait-on aujourd'hui, oui, bon, sur Internet, c'est assez facile de répandre il y a des fake news. Des fake news, voilà. Donc il y a une fake news qui circule, à savoir qu'il y a des gens très méchants qui pillent, qui violent, qui parcourent on les a jamais vus, mais bon, c'est pas une légende urbaine, c'est une légende rurale. Donc tout le monde a très peur, et pour calmer un peu le jeu, on a envoyé ces dragons qui sont très rassurants. Et là, il y a quelque chose qui se passe qui est assez intéressant. C'est que la population remarque cet homme de couleur, hein, c'est dit d'ailleurs dans plusieurs lettres, et parmi les gens qui remarquent cet homme de couleur, il y a une jeune fille qui le trouve très séduisant. D'ailleurs, elle écrit à sa meilleure amie, qui s'appelle Julie, le jour même, pour lui dire que il y a un garçon qui est très grand, aussi grand qu'un de leurs cousins, mais de meilleure manière. Et elle ajoute, tu vois, ma chère Julie, qu'il s'agit d'un beau garçon. Voilà. Ce qui doit arriver va arriver, c'est-à-dire que le père de la jeune fille, qui est un notable de Villers-Cotterêts et qui est aussi aubergiste, va accueillir le dragon, et puis voilà, bon, il y aura des fiançailles et une assez jolie histoire d'amour. Voilà. Je reviens un tout petit peu en arrière. Je voudrais aller Salles-Nicolet. Parce que là, on voit justement plutôt un épisode, j'ai envie de dire, d'intégration plutôt réussi pour Alexandre Dumas dans la société de son temps. Salles-Nicolet, il rencontre un dénommé Titon de Saint-Lamin, pardon, j'essaie de pas écorcher son nom, et là, ça se passe beaucoup moins bien. Alors, il n'est pas encore militaire à ce moment-là, je pense que c'est un petit peu avant de devenir militaire, c'est plutôt sa vie aristocratique parisienne, mais je voudrais que vous nous détailliez aussi un peu ce qui se passe avec ce Titon de Saint-Lamin. Alors, il y a deux versions. Il y a une version qui est romancée, qui nous est donnée par Alexandre Dumas dans ses mémoires. Lui, il situe l'épisode à Versailles, mais en réalité, d'après les documents de police que l'on peut avoir, en tout cas les documents de la connétablie, ça s'est passé dans une salle de théâtre à la mode de parisienne, où finalement il y a un incident qu'on qualifierait aujourd'hui de raciste, mais qui est intéressant à deux égards. D'abord, il montre que tout aristocrate qu'il est, puisque bon, on peut l'imaginer qu'il est bien habillé, il est accompagné visiblement d'une jolie femme,
ils sont au théâtre, il peut y avoir des incidents. On peut être rattrapé par l'autre monde, celui justement qu'il a quitté, qui est le monde de Saint-Domingue. Et Titon de Saint-Lamain fait partie. Il travaille à Versailles, mais il fait partie effectivement des colons, enfin d'une famille de colons des Antilles. De Guadeloupe, je crois. Voilà. Ouais. Et donc, quand il voit ce garçon, il voit surtout sa couleur et ça l'énerve beaucoup. Donc, il va le provoquer en allant discuter avec la jeune femme qui l'accompagne, en lui faisant une cour un peu excessive, qu'aujourd'hui on pourrait même qualifier de répréhensible. Hein. Il lui fait une cour, il fait un peu de rentre dedans et en affectant de mépriser, d'ignorer le chevalier servant, qui évidemment à un certain moment va réagir en disant laissez madame tranquille. Enfin, on voit comment les choses peuvent se passer. Et là, on appelle la garde, enfin le provocateur, donc le prend très haut, fait venir la garde. Et puis après, voyant que ça marche pas vraiment, il joue les grands seigneurs en disant qu'il accorde son pardon parce que l'affaire ne marche pas. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, comme il y a menace évidente de duel, les deux protagonistes, dont Thomas Alexandre, vont tomber sous le coup de la jurisprudence de la juridiction de la Connétablie, qui est chargée normalement d'éviter les duels entre personnes qui seraient susceptibles d'avoir des duels. Donc on reconnaît implicitement le fait que le garçon qui est provoqué, nonobstant sa couleur, fait partie, est assimilable à l'aristocratie. L'aristocratie, parce qu'il a le privilège de porter des armes. Voilà, il porte les armes, c'est le fils du marquis de la Pelleterie, et il pourrait bien en découdre avec ce personnage qu'il a provoqué. Donc on le met sous l'autorité d'un officier de la Connétablie. Et il est assez probable d'ailleurs que le duel malgré tout a eu lieu. Alors Alexandre Dumas nous raconte ça de manière un peu romanesque, mais c'est bien arrivé. J'enchaîne sur les débuts de la guerre révolutionnaire en 1792. Comment se passent les débuts de la guerre pour lui? Alors je précise, l'édit de Ségur a été aboli, donc maintenant leur progression n'est plus bloquée. Ce qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, c'est ça. Ça date de 1791. Et donc en 1792 commence la guerre. On est dans une période compliquée. Il y a des officiers qui sont lynchés par la troupe, des officiers qui passent à l'ennemi. On a l'affaire du Mourier. Donc c'est une période quand même assez trouble. Donc comment ça se passe pour déjà le brigadier Dumas, puisqu'il est brigadier, il évolue très vite en fait en termes de grade à cette période, puisqu'il devient ensuite maréchal des logis, lieutenant. Mais comment ça se passe pour lui, les débuts de cette guerre et de cet engagement? Les choses sont très simples. Bon, les dragons de la Reine vont enfin voir le feu. Alors pour des militaires de carrière, ce sont des professionnels. Hein, ils ont été bien formés, je pense. Le feu, c'est important. Ça permet de gagner du galon, d'avoir des aventures, mais surtout il y a quelque chose qui se passe il y a deux phénomènes très importants. Le premier phénomène, c'est que après l'arrestation du roi, après Varennes et la manière dont le roi est reconduit à Paris, les officiers nobles démissionnent en bloc et ils passent à l'ennemi. Oui. Alors il démissionne, ça c'est une chose, mais passer à l'ennemi, ça crée quand même un vent de panique, parce que se retrouver avec des officiers qui sont aussi des professionnels, alors tous n'étaient pas très assidus, mais avoir ces chefs qui sont en face, c'est quand même troublant, et ça peut amener à la panique. Et puis la France, au printemps 1792, est attaquée de tous côtés, et en particulier sur la frontière du Nord, où ces jeunes gens ont vraiment le sentiment qu'ils vont défendre leur pays, et puis aussi qu'ils en seront récompensés, ce qui va bien être le cas. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a un appel d'air, il y a plus de chef. Et pour les 4 compagnons que vous avez cités, il y a un appel d'air. Donc il y a un appel d'air avec une montée en grade très rapide à la faveur des événements qui, dans un premier temps, sont pas très glorieux pour le
pour les dragons, puisque bon, il y a une panique, il y a une fuite justement à cause de ce côté trouble, de cette peur de la trahison. Mais très vite, ils se rattrapent et les quatre amis vont rapidement progresser, surtout Dumas, qui, à la faveur d'une amitié qui le lie à un autre garçon qui a les mêmes origines que lui, mais qui lui a beaucoup plus de moyens, qui est le Chevalier de Saint-Georges, va devenir lieutenant-colonel de lieutenant qu'il était. Oui. Il est nommé lieutenant-colonel et ça va beaucoup aider dans sa progression. D'un régiment formé, qui est le régiment des Américains et du Midi, à partir des troupes coloniales, enfin notamment, en grande partie à partir des troupes coloniales. Et ironie du sort, le régiment va se retrouver là où était la garnison des Dragons de la Reine. Il est formé à Laon. Oui. On reste pas très loin de Villers-Cotterêts. Assez rapidement, il va aussi devenir, je passe, mais général de brigade. Tout à fait. 1993. Alors, ce que vous mentionnez, donc je le mentionne parce que c'est quand même important, c'est le premier descendant d'Africains à arriver à ce niveau dans une armée occidentale. Absolument. Donc on est quand même sur une progression fulgurante en 2 ans. Progression fulgurante, bon, qui est liée, alors certains le lui reprocheront en disant oui, c'était des événements, enfin, qui est liée à la situation révolutionnaire. Et qui est lié aussi à la bravoure du général, indiscutablement. Donc, il a une trentaine d'années, il devient général de brigade, puis général de division, et presque dans la foulée, général d'armée. Donc, général d'armée, ça veut dire qu'on lui confie une des armées qui était aux frontières. D'abord, l'armée des Pyrénées, puis très rapidement, en janvier 1794, il n'arrive pas, pour des raisons qui sont peut-être un peu liées au racisme aussi, mais aussi à sa condition d'aristocrate, puisque il gagne le surnom de Monsieur de l'Humanité, donc la particule n'est pas très valorisante en 93-94. Parce qu'il a il n'aime pas le côté. Il n'aime pas la guillotine. Il n'aime pas la guillotine. Voilà. Donc Monsieur de l'Humanité est suspecté d'être un muscadin. Et donc il est défendu à Paris. Bon, il y a le ministre de la Guerre dit, moi j'ai pas tellement vu muscadin, mais bon, etc. Muscadin, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire des gens qui sont à la fois liés à l'ancien régime et puis qui sont un peu des dandys. Oui, et qui, pire encore, sont susceptibles de passer à l'ennemi. Et seraient éventuellement susceptibles de passer à l'ennemi et d'avoir même des relations amicales ou des relations de famille dans l'autre camp. Oui. Donc c'est extrêmement dangereux et ça peut mener assez rapidement à l'échafaud. Alors il va être nommé à la tête de l'armée des Alpes, c'est un commandement très important, stratégique, pour faire face aux Ostrosardes qui menacent les Alpes. Les Alpes, la Savoie. Et qui ont repris 2 points stratégiques, qui sont le Petit Saint-Bernard, l'école du Petit Saint-Bernard, et le Mont-Cenis. Si on reprend le Petit Saint-Bernard et le Mont-Cenis, on se trouve à l'entrée de l'Italie. Il suffit de pousser plus avant et puis on entre en Italie. Et c'est ça le but du général. C'est ça l'objectif. C'est son objectif à lui. Mais là, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il y en a un qui est là, qui lui n'est pas général. En tout cas, qui vient juste de l'être, qui est général de brigade, mais qui n'est pas général d'armée, qui n'est pas chef de l'armée d'Italie, qui se trouve un peu plus au sud. Il y a l'armée des Alpes et l'armée d'Italie. Et là, il y a une rivalité qui se noue entre cet autre personnage, qui deviendra évidemment célébrissime, qui s'appelle Napoléon Bonaparte, et qui lui aussi veut entrer en Italie, pas par le même chemin. Oui. Et qui voudrait bien que les 2 armées fusionnent. Et le général Dumas n'est pas du tout d'accord. Et là, il va y avoir une rivalité qui va d'ailleurs amener le général Dumas, malgré sa victoire, ses 2 victoires au Mont-Cenis, victoire éclatante, et au Petit Saint-Bernard, entouré de ses 3 camarades, qu'il a fait venir comme second. Il a 17 généraux sous ses ordres, donc c'est un gros commandement. Il crée les chasseurs alpins, c'est extraordinaire. C'est important. C'est très important. Et il va être destitué parce que, il y a des intrigues. Il est rappelé à Paris, il va perdre son commandement malgré ses... Oui, il commence pour lui une période plus difficile, effectivement. Une période plus difficile qui est liée
voyez cette véritable rivalité qui naît à ce moment-là. Rival de Bonaparte, c'est le sous-titre du livre, mais c'est pas du tout excessif. Il y a une rivalité. Alors, pas rival de Napoléon, rival de Bonaparte, à cette époque-là. Et cette rivalité va amener à une deuxième rencontre où le général sera malchanceux. Donc après s'être comporté de manière tout à fait remarquable et humaniste dans l'armée de l'Ouest, dont il prend aussi le commandement, mais dont il va démissionner parce qu'il veut pas massacrer les Vendéens. On l'avait envoyé à Nantes en se disant, bon, vu son passé, ses liens avec l'esclavage, il va faire un massacre, il va finir le travail amorcé par Carrier, voilà, mettre tout le monde dans la Loire et rayer la Vendée de la carte. Et là, il a un geste héroïque et il démissionne. Au péril de sa vie. Ce qui est dangereux pour l'époque, c'est sûr. Ce qui est très dangereux. On le met sur la touche et il va être envoyé à Villers-Cotterêts, avec un arrangement, un prétexte médical, mais enfin qui est un peu bidon. Et on va le rappeler à un moment où la Convention est menacée d'être débordée par les sections royalistes de Paris. Et là, le pauvre général Dumas, qui a rendez-vous avec l'histoire, peut-être pas l'histoire politique, mais voilà, va arriver trop tard. Il a un accident de voiture, enfin en tout cas une panne de voiture à la patte doigt de Gonesse qui l'immobilise et il arrive trop tard. Au lieu de prendre le commandement de l'armée de l'intérieur, ce qui lui serait probablement arrivé s'il n'avait pas eu ce problème, il laisse la place à il est obligé de se mettre sous les ordres de celui qui a eu plus de chance, qui rôdait par là, et qui est artilleur, qui a dit, moi je vais vous débarrasser de tout ça, je vais vous mitrailler tout ça, je sais où il y a des canons. Et c'est le général Bonaparte qui va devenir l'homme du jour et qui va rester pendant l'homme de la période pendant un certain temps. Pendant une vingtaine d'années, le maître de la France. Et donc, général Dumas, qui n'a certainement pas oublié, Bonaparte non plus, l'épisode des Alpes, va avoir une série de relations compliquées avec Napoléon, qui va suivre en Italie. Napoléon le tiendra un peu à l'écart malgré des succès et des exploits tout à fait héroïques, qui suivra ensuite en Égypte, mais là avec beaucoup plus de difficultés, parce qu'il comprend que cette aventure coloniale, en quelque sorte égyptienne... Alors j'allais vous demander ce que pensait le général Dumas de l'expédition d'Égypte. Voilà. D'après sa correspondance, il accepte d'y aller, mais vraiment pour faire plaisir à sa famille. Et il dit, bon, je reste, mais enfin, je me fais pas d'illusions. Dès la prise de Malte, il comprend pourquoi Il y a une très jolie lettre, d'ailleurs, qui est au musée quand il s'en va en Égypte, très émouvante, où il écrit à sa femme... Et il est au musée Dumas de Villers-Cotterêts et il dit j'embarque dans une heure et c'est secret puisqu'il y a une personne n'est au courant il y a un leurre, on a fait semblant d'envahir l'Angleterre pour en fait aller attaquer en Égypte pour évidemment échapper à la flotte anglaise et il dit nous partons je crois en Égypte. Il pense qu'il comprend, il n'est pas idiot, il comprend que Bonaparte veut se tailler une part de gloire et probablement avec des raisons politiques. Oui. Et d'ailleurs, à un certain moment, Bonaparte abandonnera son armée. La suite, on la connaît. Il deviendra Napoléon. Ce n'est pas un départ glorieux d'Égypte. Il aurait pu suivre. Il aurait pu suivre, je pense, Napoléon dans cette aventure. Napoléon avait besoin de sabreurs. On sait comment les choses sont passées. Brumaire, c'était foutez-moi ça dehors. Voilà, c'est un coup d'État. Mais le général républicain, qui est un homme, disons, de gauche, on pourrait dire ça comme ça, à l'époque, en tout cas il passe pour tel, reste droit dans ses bottes. Et il va préférer démissionner, partir... il y a probablement une querelle assez violente avec Bonaparte qui dit qu'il y a une conspiration contre lui. Le général Dumas en est le chef. Le chef. Il menace presque de le fusiller. Enfin, ça se passe très mal. Et il y a des gens derrière qui sont... Et Dumas, il y aura un arrangement. Dumas va dire, moi je m'en vais. D'ailleurs, je suis malade. Il est autorisé. Il est autorisé à s'en aller. Il y a un arrangement médical. Et Bonaparte doit lui dire, va-t'en. Et là, ça tourne mal parce qu'il y a quasiment un naufrage et il se retrouve avec un bateau qu'il a fait affréter avec plusieurs compagnons prisonniers dans des conditions extrêmement dures du roi de Naples
qui va qui est un ennemi acharné de la Révolution, qui va essayer, qui va essayer de le tuer. D'ailleurs, l'un de ses camarades, le savant Dolomieu, qui, pour la petite histoire, aurait été le modèle de Valmont. D'accord. Dans le célèbre roman Les liaisons dangereuses, va pas survivre aux conditions de captivité. 8 mois après, il est mort. Donc le général Dumas a fait un rapport très détaillé de cette captivité, qui est annexé au livre, qui est tout à fait intéressant, qui a été entre les mains d'Alexandre Dumas, son fils, et qui probablement a inspiré la séquence du château d'If, dans le Comte de Monte Cristo. Bon, tout ça a été réutilisé, et donc il va pas très longtemps survivre à cette captivité très dure. Alors, au sort que lui fera Napoléon. Quand il va rentrer, Napoléon a pris le pouvoir, il est premier consul. L'esclavage va être établi. Bon, ça, il le vit sûrement assez mal, même si on lui fait des propositions pour participer. Même et surtout, si on lui fait des propositions pour participer au rétablissement de l'esclavage à Saint-Domingue, il y a de fortes chances qu'on lui fait des propositions dans ce sens, évidemment qu'il refuse. Il laisse même une lettre chez un notaire pour que sa mère puisse administrer les biens, c'est-à-dire s'administrer elle-même, ce qui est une forme d'affranchissement. Il réclame une pension qui lui est due. Un arriéré de solde pendant un arriéré de solde de 22 500 francs, je crois. De plus de 2 années de solde. Voilà, il est prisonnier de guerre, donc il est toujours officier, donc on va jamais lui payer. Napoléon dit ne me parlez plus jamais de cet homme-là. Il y a visiblement une querelle entre les deux hommes. Alors racisme de Napoléon probablement. Même s'il n'était pas le seul à l'époque, querelle de personnes, rivalité. Il y a aussi une mesure à l'encontre des militaires noirs, dont je n'avais jamais entendu parler. Il y a deux arrêtés. Moi, j'aurais bien aimé que ces 2 arrêtés soient... qui sont des arrêtés secrets, donc qui n'ont pas été publiés, mais qu'on peut lire sur minute, avec la signature de Bonaparte, du premier consul, en 1802, qui sont des arrêtés indiscutablement racistes, puisque sur le critère de la couleur, et d'ailleurs avec un nuancier, on distingue les hommes de couleur et les noirs. D'accord. Militaires de couleur et militaires noirs. Les militaires de couleur doivent résider en dehors de la région militaire de Paris, ce qui oblige le général Dumas à demander une autorisation, une dérogation pour habiter chez lui à Villers-Cotterêts, parce qu'il est dans ce périmètre. Alors ça, c'est pour les hommes de couleur, ça le concerne. Et pour les militaires noirs, ils sont carrément consignés en deux endroits, parce que visiblement, il y a une espèce de délire à cette époque qui est un délire racial, qui est la peur évidemment des événements de Saint-Domingue, puisque possiblement, oui. Le rétablissement de l'esclavage tournera court dans cette colonie qui était la plus prospère d'Europe. Pour les Français, c'était l'équilibre du commerce extérieur. Donc c'était quand même important. Rétablissement qui va s'opérer en Guadeloupe dans un bain de sang. Oui. Donc tout ça, on crée un climat difficile. Et puis les gens qui sont originaires des colonies, comme le général Dumas, et qui sont intégrés dans l'armée ou qui se trouvent sur le territoire, sont l'objet d'une suspicion à cet égard. Qui est liée aussi aux théories raciales qui commencent à être développées par des théories pseudo-scientifiques comme celle notamment de Viret, qui à cette époque-là essaye de théoriser l'absurde. On va savoir que il existe des races, qu'elles sont inégales, et que toutes ces choses. Et puis il y a tout un mouvement au XIXe siècle qui va effectivement probablement impacter aussi l'histoire du général Dumas, parce que il meurt un peu de tout cela. En 1806. Lui, l'exemple même de l'universalisme, de par ses origines, de par son union aussi, puisqu'il a fini par épouser la fille de l'aubergiste. Oui. Il a un fils qui va devenir orphelin, parce que le général Dumas... Qui représente la culture française. Voilà. Le général Dumas meurt quelques semaines après Austerlitz.
il aurait bien aimé participer à Austerlitz, et je pense que il meurt de chagrin, véritablement, et des suites de ses campagnes, hein, comme l'écrira d'ailleurs sa femme, plus tard. Et je crois que c'est extrêmement douloureux pour lui aussi de voir ses 3 compagnons qui sont arrivés grâce à lui, en quelque sorte, puisqu'il a été le premier à être promu un statut de général, cette fois-ci d'Empire, hein, puisque depuis 1804, c'est l'Empire. Les généraux d'Empire, Piston, Carrière de Beaumont et Espagne vont continuer l'aventure militaire. Ils sont tous dignitaires de la Légion d'honneur. Et ils vont participer à la bataille d'Austerlitz. Pas lui, enfin pas Piston, pas Carrière de Beaumont, mais deux d'entre eux participent à Austerlitz. Les 4 dragons de la Reine se retrouvent, en tout cas 3 d'entre eux, sur des piliers différents de l'Arc de Triomphe. Oui. Donc, c'est un hommage posthume qui était d'ailleurs lié à l'intervention d'Alexandre Dumas, puisque la construction est beaucoup plus tardive. Voilà, on est sous Louis-Philippe et Louis-Philippe essaye de redorer son blason avec les aventures de la Révolution et de l'Empire, et le général Dumas ne sera pas oublié. Et puis après, c'est un long purgatoire dont on espère qu'il finira bientôt. Très bien, écoutez, merci beaucoup Claude Ribes d'être venu à notre micro pour ce grand entretien autour du général Dumas. Un livre paru aux éditions Taillandier, le général Dumas né esclave, rival de Bonaparte et père d'Alexandre Dumas. Il me reste à vous remercier, chères auditrices et chers auditeurs, pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous.